Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce qui s'est passé au Tchad montre que la France coloniale n'a que du mépris pour les Africains. Jacques Chirac disait que la démocratie n'est qu'un luxe pour l'Afrique. En d'autres termes, les Africains ne méritent pas de choisir librement leurs dirigeants. En fait, après la mort du maréchal Idriss Déby, son fils, Mama Idriss Déby, a été désigné pour lui succéder. L'opposition tchadienne a dénoncé un coup d'État institutionnel et a appelé à l'instauration d'une transition dirigée par les civils. Mais comment comprendre l'incertitude qui plane aujourd'hui sur la stabilité du Tchad? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau d'Ernest Obama. Suivons. On va passer à la deuxième thématique. On reste toujours au Tchad, on parle des certitudes et des incertitudes d'une transition. Mais avant, je vous propose de voir celui qui est désormais le nouvel homme fort d'Njamena, Mahamat Idriss Déby Itno. Qui est-il réellement? Portrait de Janice Kamga. Voici le nouvel homme fort de N'Djamena, Mahamat Idriss Déby, 37 ans, fils de l'ex-président Idriss Déby Itno, remplace provisoirement son père, tué au combat à la tête du Tchad. Jusque-là, responsable de la garde présidentielle, il a pris le pouvoir ce 20 avril sous la bannière du Conseil militaire de transition de la République tchadienne. Selon l'armée, ce conseil militaire va assurer la protection du pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Pendant 18 mois donc, Mahamat Idriss Déby devra sortir le pays de la crise et le conduire sur la voie d'élections libres et transparentes. Élevé par la mère du chef de l'État, celui qu'on surnomme Mahamat Kaka, c'est-à-dire grand-mère en langue arabe, a fait ses classes militaires au groupement des écoles militaires interarmées du Tchad, puis il a fait un bref passage au lycée militaire d'Aix-en-Provence en France. Dès son retour au pays, il sera accueilli à la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la garde prétorienne du régime. En mai 2009, Mahamat Déby sort victorieux de la bataille d'Amdam menée contre une coalition rebelle dans l'est du pays. 2010 marque son érection à la tête de l'escadron blindé et des gardes du corps. 3 ans plus tard, il est nommé au poste de commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au nord Mali sous les ordres du général Oumar Bikoro, mais il se dit que Mahamat Déby en serait le chef officieux. Alors, monsieur Garbois, on revient à vous pour avoir la bonne information. Garbois. On revient à vous pour avoir la bonne information. Excusez-moi d'écorcher votre nom. Garbois, je ne vais plus me tromper, je m'engage. On nous a dit que le président de l'Assemblée a refusé, du moins c'est ce qui a été je l'ai écouté sur RFI, que le président de l'Assemblée n'a pas été, du moins il s'est dit qu'il est fatigué, il est vieux et qu'il n'est pas prêt à gérer une telle situation, que le chef d'état-major, le supérieur de Mahamat Idriss, lui également a dit que vraiment, lui il est si vieux, que cette affaire-là est compliquée et c'est comme ça que Mahamat a été choisi. C'est vrai? Comment s'est opéré le choix de Mahamat Idriss Déby? Écoutez, bien malin, c'est lui qui croit savoir les en-dessous de ce qui s'est passé cette nuit dans la présidence de la République du Tchad. Mais ce qui est certain, ce qui a été acté par l'Assemblée nationale, par un communiqué signé par le président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il a décliné l'offre de conduire la transition. Il a refusé le président de l'Assemblée? C'est ce qu'il a écrit. Il a quel âge? Il doit être dans presque 70 ans. 70 ans. Ouais. En tout cas, il est Est-ce qu'il y avait des raisons dans l'acte qu'il a signé? Bon, ça je ne sais pas, mais tout le monde a évoqué le fait qu'il soit malade, le fait qu'il ne soit pas en bonne forme et tout ça. De toutes les manières, quelles que soient les raisons, je pense qu'il en a assumé l'acte. C'est ça qui est le plus important. Il faudrait également se dire que le Tchad, c'est une situation particulière. Et les amis du Tchad, qui connaissent les réalités du pays, l'ont compris immédiatement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez dit, on va revenir là-dessus. La première personne, le premier chef d'État qui a reconnu le Conseil militaire de transition, c'est le président Paul Biya. Oui. Parce que sa lettre était sans ambiguïté. Il avait adressé la lettre à M. Mahamat Idriss Déby
président du Conseil militaire de transition. Je suis en face d'un maître en matière de relations internationales. C'est cette lettre-là, à elle-même, ou à elle seule, suffit, voilà, pour savoir. Parce qu'on ne s'adresse pas à une personne qu'on ne reconnaît pas. Et en plus, la lettre est amenée, parce que l'ambassadeur du Tchad au Cameroun m'avait dit qu'il n'a pas reçu cette lettre. Donc la lettre a été envoyée en main propre par le ministre délégué. Ma lettre diplomatique. Voilà, par le ministre, non, pas le ministre délégué. Il était porteur de cette lettre-là au président du CMT. Il y a des photos qui circulent d'ailleurs quand il lui remettait la lettre. Pour nous, les Tchadiens, pour nous qui sommes autour de Mohamed Idriss Déby pour la conduite de cette transition, nous avons accueilli ça avec beaucoup d'exaltation, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que nous savons la place prédominante que le Cameroun a auprès de l'État tchadien. Le Cameroun et le Tchad, c'est une relation très ancienne, c'est une relation très forte au sein de la CEMAC, et c'est une relation, je dirais même, fraternelle. Et la deuxième personnalité qui a suivi donc le président Paul Biya, c'est Macron. Le communiqué de l'Élysée était très clair et très net, un appui clair au Conseil militaire de transition. Le reste suit. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de doute. Maintenant, le Tchad, c'est quand même un pays très complexe, avec une opposition très forte, avec une société civile très politisée. Il appartient au CMT de trouver les voies et moyens pour appeler tous les Tchadiens. D'ailleurs, le président du Niger, Mohamed Bazoum, et son homologue mauritanien sont en train de travailler sur cette question, de rapprocher le point de vue, de construire la meilleure transition possible pour le peuple tchadien, afin que le Tchad puisse aspirer durablement à une quiétude, à une paix qui puisse permettre aux enfants du Tchad d'avancer. Avant de donner la parole aux autres, je voulais votre avis. Mahamat Idriss Déby, vous le connaissez? Bien sûr. Il était mon commandant quand on était au Mali. Qu'est-ce que vous savez de lui? Est-ce qu'il peut tenir? Le pouvoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est un chef militaire, il faut reconnaître ça. C'est un chef militaire qui est un officier formé à l'école des officiers du Tchad. C'est un chef qui a commandé des unités. C'est un chef qui a été au front plusieurs fois. C'est un chef qui a dirigé la sécurité présidentielle. D'ailleurs, c'est à ces postes, il est resté pendant plus de 10 ans. Donc, vous imaginez qu'un personnage comme celui-là, qui est garant de la sécurité d'un homme comme Idriss Déby, non, ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas une certaine capacité. Ça, c'est un fait. Et depuis qu'il a eu donc la réalité du pouvoir, ses gestes et faits témoignent en ce que c'est quelqu'un de dialogue. D'abord, la première indication, il n'a jamais coupé Internet. Cela veut dire que c'est quelqu'un, par exemple dans nos contextes où souvent quand il y a une petite difficulté, on coupe Internet, parce que tout ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même conscient de sa force, qu'Internet ne peut pas ébranler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, 2 jours après avoir fermé les frontières, il les a réouvertes. Donc les frontières même qui étaient fermées à l'époque par rapport aux affaires, aux problèmes de coronavirus, ont été réouvertes. Donc, que ce soit les frontières aériennes ou terrestres, toutes les frontières sont réouvertes. Cela donne des indications claires et nettes sur la capacité du général à intégrer la fonction présidentielle et surtout à se projeter dans l'avenir. L'autre aspect de la chose, c'est les rencontres qu'il a initiées avec les différentes composantes de la société tchadienne. Partis politiques, anciens chef d'État, ancien Premier ministre, président des grandes institutions, il reçoit à tout vent. Cela prouve qu'il est dans une dynamique, la dynamique de dialogue. Et ça, pour moi, ce sont des signaux forts qui montrent ou qui démontrent même que Mohamed Kaka est dans une bonne voie. Kaka, c'est ton petit nom, hein? Ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle. Docteur Pianka. Sur la toile, il y a une expression qui est née au nom du Père, du Fils et de Macron.
certains estiment que la Constitution a été bafouée, que c'est quand même une outrance, pour reprendre une expression de notre confrère Jean-Benoît Taillet, une outrance de la France, que d'accepter qu'il y ait une transition qui passe des civils aux militaires, alors que régulièrement ils ne l'ont pas accepté. Ça me fait rire lorsque les gens dénoncent cela. Moi, je ne dirais pas au nom du Père, au nom du Fils et Macron, je ne dirais pas ça. Macron est dans une logique où il trouve un territoire qui se transforme pas en faveur des intérêts des Tchadiens ou des Africains, et sans doute il saute sur l'occasion et il dit il faut que je reste présent au Tchad. C'est normal parce qu'il y a une reconfiguration. Il y a une reconfiguration, pourtant le président Maréchal a quand même permis au Tchad d'avoir des vrais fils, des fils dignes. Vous vous souvenez qu'avant les élections, il y a eu un candidat de l'opposition qui l'a reçu. Qui n'avait pas l'âge. Oui, qui n'avait pas l'âge. Il faut le dire. Donc il n'est pas, celui-là n'était pas le seul, mais il est venu quand même, il a écouté celui-là. Et je pense que c'est cette ouverture-là qui pouvait sublimer le long règne de Déby. Cette ouverture. Mais on n'est pas arrivé à ce niveau. On n'est pas arrivé là, pourquoi? Parce que même l'office, lorsqu'on dit qu'il a occupé la sécurité présidentielle pendant 10 ans, et quand on voit comment le président est mort, est-ce que c'est une faute ou bien c'est un succès? Et moi, je me pose simplement les questions. Le président de l'Assemblée nationale qui dit que lui, c'est la logique. On est dans le jeunisme. Même ici au Cameroun, le jeunisme fait fureur. Les jeunes veulent remplacer les vieux, pendant que les rebelles, eux, ils sont dans la logique du dégagisme. Ils disent, vraiment, tu as déjà fait 40 ans, 30 ans, c'est bon, va. Ça nous laisse dans une situation quand même inconfortable, parce que lorsqu'on cite le Niger et la Mauritanie qui viennent, peut-être le Niger et la Mauritanie ils sont dans un vent favorable. Vous savez, sur les 10 dernières années, lorsque vous remontez tous les pays du G5 Sahel, il y a eu des coups d'État là-bas. Le Niger, l'ancien président vient de dire après 10 ans, je ne me présente plus. Donc celui-là a un gage plus ou moins démocratique. On me dira que je suis européocentré, mais je pense qu'on ne peut pas, dans le cadre de nos orientations actuelles, l'univers Internet fait bien allusion à ça, on ne peut pas se passer de tout ça, c'est la société mondiale qui se transforme. Et dans cette transformation, il est inadmissible que l'Union, moi je m'arrête à d'abord la sortie de la CEMAC, qui intervient le lendemain sous la plume du président Biya. Lorsque vous lisez ce communiqué, il est un peu différent de ce que le président de la République avait fait avant. Il a adoubé cette, comme vous le dites à vos corps défendants, vous êtes naturellement dans les bonnes grâce lorsque le président de la République, Paul Biya, vous écrit pour vous dire j'ai compris, condoléances et tout. Mais le lendemain, il parle d'un gouvernement. Il est un peu plus ouvert dans cette logique de la CEMAC. Et lorsqu'on parcourt également le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, on laisse un peu entrevoir, pas un adoubement. Cet adoubement, pour moi, me pose encore un autre problème, compte tenu du fait que normalement Déby ne serait plus, on ne parlerait plus de lui en tant que candidat à la présidentielle. Lorsqu'on modifie la Constitution, notamment le mandat pour rester au pouvoir, c'est un coup d'État constitutionnel. Donc on ne peut pas rester dans une logique 30 ans après. Il a fait de bonnes choses et il vient encore nous mettre dans l'expectative. Le jeune, pour moi, je parle de jeune parce que je suis dans sa tranche d'âge. Je suis un peu admiratif de la posture qu'il adopte désormais dans son siège. Mais je me dis, ce siège-là pourrait être bien s'il n'était pas en CREI. Le CREI me pose un problème. C'est vrai, on est dans d'autres pays où il y a une sorte de dictature militaire, de régime militaire indirect, mais le CREI là me pose un problème. Et une sorte d'adoubement aussi, je me demande si le président de la République, lorsqu'il a envoyé cette lettre, est-ce que c'est le scénario? Et là, fort heureusement, je me réfère à l'éminent maître Mathias Serigue Onangene. Sans doute aussi, lorsqu'on lit bien dans le gouvernement perpétuel, on retrouve aussi la place
des hommes ancrés qui doivent jouer leur partition. Ok, d'accord. D'abord, docteur Richard Macon, vous avez travaillé sur les droits de l'homme, sur la démocratie en Afrique. La France est, et il le répète régulièrement, le champ de la démocratie, du respect des droits de l'homme. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est la France qui appelle au respect des institutions. Cette fois-ci, patatras, rien. Personne ne parle. Au contraire, M. Macron, devant tout le monde, en direct à la télévision, il dit que personne ne touchera le petit qui a été mis en place et qu'il va veiller à ce que l'intégrité du Tchad ne soit pas touchée. La démocratie est en veilleuse au Tchad, pourrait-on dire. Macron n'en parle depuis. On a l'impression que Macron est... J'ai pas envie de dire que Macron est mort. Ce n'est pas le même Macron. Ce n'est plus la France. Aujourd'hui, on a l'impression que le Tchad est un pays à part, qui n'est pas dans le concert du monde où on promeut partout la démocratie. Qu'est-ce qui se passe réellement au Tchad, docteur Richard Macon? Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. C'est une maxime très connue dans les relations internationales. Moi, je voudrais relever deux éléments fondamentaux qui vont me permettre de construire le petit propos sur la question. Le premier élément, c'est celui de l'institution. Le deuxième élément, c'est celui de la Constitution. D'abord, l'institution. L'institution peut être perçue au niveau de deux éléments fondamentaux. On peut entendre l'institution comme l'ensemble des organes par lesquels sont conduites et exécutées les tâches de l'État, les tâches de l'administration, les tâches du gouvernement. Dans cette logique-là, l'institution est dans une dimension organiciste. C'est un organe par lequel on exécute des missions. L'autre perspective, on peut aussi entendre les institutions comme l'ensemble, le faisceau des règles juridiques qui permettent d'encadrer des situations et qui permettent alors que les autorités en charge de la gestion de la chose publique puissent avoir des leviers de leur action. On est là dans les institutions normes. On a donc les institutions qui sont à la fois soit des organes, soit des normes. Et la différence entre les sociétés se situe au niveau de la qualité des institutions, quelle que soit la vélocité de leurs dirigeants dans une perspective de leadership, qui est aussi un élément fondamental dans la construction des sociétés démocratiques. Mais ce qui distingue de façon durable deux sociétés, l'une sera démocratique et l'autre ne le sera pas, c'est au niveau de la qualité des institutions. À la fois institutions organes et institutions normes. Le deuxième élément, c'est la Constitution. La Constitution, dans un pays, a deux principales fonctions. Premièrement, la Constitution organise le pouvoir politique. Deuxièmement, la Constitution encadre le pouvoir politique. Dans la perspective d'organisation, la Constitution détermine d'abord la nature et la forme du gouvernement. Forme du gouvernement qui peut être forme républicaine, qui peut être monarchique, forme du régime politique qui peut être parlementaire, qui peut être présidentiel, et j'en passe. L'autre élément fondamental dans l'organisation du pouvoir politique, la Constitution répartit les pouvoirs entre les institutions de l'État. Voici ce qui est ressorti des compétences du président de la République, voici ce qui est ressorti des compétences du Parlement, et voici ce qui est ressorti des compétences du juridictionnel. Troisième élément dans cette organisation, la Constitution détermine la nature de l'État. État unitaire, État régional ou État fédéral. C'est le rôle de la Constitution dans l'organisation du pouvoir politique. Mais peut-être plus important, c'est la deuxième articulation de la fonction de la Constitution. La Constitution encadre le pouvoir politique. D'abord parce que la Constitution permet d'énoncer des droits fondamentaux. C'est un catalogue de droits. Voici les droits qui sont ceux de la personne humaine, voici les droits de l'enfant, voici les droits de la femme, voici les droits de telle organisation, voici les droits de telle autre organisation. L'autre élément, dans cet encadrement, la Constitution fondait l'état de droit. Voilà les deux fonctions majeures d'une Constitution, organisation du pouvoir politique et encadrement du pouvoir politique. On comprend dès lors, en lien avec la question des institutions, que nous ne sommes pas dans des sociétés qui sont démocratiques et que peut-être la question qu'il faut se poser, c'est peut-être celle de savoir si, dans la configuration actuelle, la démocratie a une pertinence dans nos sociétés. C'est-à-dire que, est-ce que nous ne faisons pas finalement un faux débat depuis des siècles? Parler de la démocratie, parler du libéralisme, ces concepts vases dans lesquels on veut nous intégrer de force. C'est comme des camisoles de force. Parce que quand on regarde aujourd'hui la société tchadienne totalement déshabillée, la nudité du pouvoir, on se rend bien compte que la démocratie
n'est pas une question qui nous concerne. Et peut-être que justement Macron veut être en phase avec un de ses défenseurs qui avait dit que vraiment l'Afrique n'a pas besoin de démocratie, elle a besoin de pain. C'est peut-être la logique, parce qu'en réalité, le comportement du président Macron, il est cohérent avec lui-même. Parce qu'en réalité, quand on voit très bien les propos qu'il a tenus et la façon dont il se comporte comme le préfet qui est dans son précaré, il se comporte comme celui qui est là pour défendre ses intérêts, et il n'en a rien à foutre du sort des individus, parce qu'en réalité, le président Macron devait se demander aujourd'hui quel est l'intérêt du peuple tchadien. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le président Macron. Ce qui intéresse le président Macron, ce sont les intérêts de la France. Comment est-ce que la France peut continuer à conserver ses intérêts dans son précaré? Aujourd'hui, par rapport aux intérêts que la France a, intérêts sécuritaires, intérêts économiques, il a besoin d'une certaine stabilité au niveau du Tchad. Et celui qui lui permet d'avoir une certaine continuité de ce qui se faisait, c'est le fils du président Déby. C'est-à-dire qu'on a enlevé Déby, on a mis son fils et on continue à jouer la même symphonie. Et donc la véritable question aujourd'hui est peut-être celle de savoir si la démocratie est pertinente dans nos sociétés. Parce que ce qui s'est passé au Gabon et qui est encore en train de se préparer au Gabon, parce qu'aujourd'hui il faut bien rappeler que l'une des figures montantes au Gabon, c'est le fils du président, qui est aujourd'hui celui qui gère pratiquement la présidence de la République, qui contrôle l'essentiel des dossiers techniques. C'est lui qui est en train d'être préparé aujourd'hui. Tout le monde a vu comment le vice-président équato-guinéen a prêté serment devant le président équato-guinéen qui est son père. On a très bien vu ce qui se prépare à côté au Tchad, qui est en train de se réaliser, parce qu'après ces 18 mois-là sont simplement en train de permettre que la situation durable, c'est-à-dire la prise de pouvoir normale, se fasse. Je ne vois pas après ces 18 mois-là comment le pouvoir va repartir entre les mains des civils ou comment est-ce qu'il y aura une élection. On va nous dire dans 18 mois que la situation est encore... D'ailleurs même, pour ceux qui ont été très malins en écrivant la charte de la transition, ils ont bien précisé que ces 18 mois peuvent être renouvelables. Et nous, les juristes qui sommes spécialistes dans l'écriture des constitutions, on nous a appris qu'une constitution, pour être bonne, elle doit être essentiellement floue. C'est-à-dire qu'il faut avoir des dispositions qui permettent de faire rentrer à l'intérieur une pluralité de situations juridiques. C'est ça un bon juriste qui peut faire des textes très lugubres. C'est là où on voit la technique du bon juriste. Et là, celui qui a prévu cette disposition a été bien formé, au moins dans ce sens-là. Il a prévu que les 18 mois peuvent être renouvelables, c'est-à-dire que si les circonstances ne le permettent pas, qu'on puisse passer à une élection, on va reconduire les 18 mois ad vitam aeternam. On n'a pas dit qu'ils peuvent être renouvelables une fois. On a renouvelable, point. Ça veut dire indéfinitivement renouvelable si les circonstances ne changent pas. Et donc, le véritable débat, c'est celui-là. Et ça va se passer comme ça se passe aujourd'hui en République du Tchad, rien ne va se faire. Ça va se passer comme ça demain au Gabon, rien ne va se faire. Ça va se passer comme ça en Guinée équatoriale, rien ne va se faire. Et peut-être sous nos cieux, ça se passera et rien ne va se faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de singer la démocratie. C'est-à-dire que nous prenons les règles pour simplement faire un habillage. C'est une démocratie nominale. C'est une démocratie d'affichage. Mais dans nos propres comportements, dans nos propres attitudes, dans notre propre ontologie, nous ne sommes pas encore préparés à la démocratie. C'est pour ça qu'il y a donc un affrontement entre deux sociétés. Une société peut-être ancienne, qui est encore très marquée par cette féodalité, et une nouvelle société qui est faite de gens plus libres, plus jeunes, qui voient ce qui se fait ailleurs, qui voient comment les sociétés se construisent ailleurs, et qui ont d'autres référentiels. C'est pour ça que dans nos sociétés, on a l'impression qu'il y a un choc entre les générations, une génération qui est formée à la féodalité, à un pouvoir mystique, à un pouvoir mythique, et qui ne veut pas accepter qu'il y ait une sorte de désensorcellement de ces mythes, de ces outils qui sont des objets de culte, pour entrer dans une véritable civilisation de la démocratie. Et donc peut-être le véritable débat, je sors par là, c'est peut-être se demander si effectivement la solution ne serait pas simple. C'est-à-dire qu'on prend toutes les constitutions de la sous-région là, on brûle ces histoires. On brûle ces histoires qui ne nous servent à rien, parce qu'à la première crise, tout le monde déchire cette histoire, on se torche avec, on déchire les constitutions, et peut-être on rentre dans cette logique qui est plus simple, on dit bon, votre village va gérer jusqu'au jour où il va estimer qu'il va aussi donner aux autres. Peut-être on voit en termes de mode sorcier d'administration, on réunit les gens dans le village, ils font peut-être le tir au sort pour dire qu'après telle communauté,
ce sera tel autre. Peut-être là, on sera dans une perspective qui est plus en phase avec peut-être la tontine, que bon, vous avez beaucoup mangé, c'est le tour des autres de tontiner aussi. Peut-être c'est ça la véritable logique, mais la démocratie en Afrique centrale, je crois que le coup fatal vient de lui être donné. Est-ce qu'il y a une logique? Je voulais répondre sur une chose par rapport à ce que Dr Nka vient de dire, par rapport à sur la démocratie. Non, par rapport à la posture du président Paul Macron. Biya, le président Paul Biya par rapport à ses deux écrits. Oui. Il ne faudrait pas faire une confusion entre le président Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, qui écrit, et le président de la CEMAC qui écrit au nom d'une institution qui a ses règles. Mais ce que vous devrez avoir à l'esprit, c'est que c'est le président Paul Biya du Cameroun qui a écrit là, qui va après se retrouver au sein de la CEMAC pour décider avec ses collègues. Donc c'est pour dire tout simplement que pour nous, ce qu'il a écrit au nom de la CEMAC, c'est un écrit au nom d'une institution qu'on connaît, puisque nous sommes membres de cette institution, et c'est ce qui est aussi sorti du conseil de la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, où notre ambassadeur était présent. Donc, pour nous, ça c'est les civilités. Non, c'est une posture de principe. Mais nous, on voit les réalités. Le président de l'Union africaine était venu assister à une réunion, était d'abord reçu en audience par le président du CMT, a participé à la réunion du G5 avec le président du CMT. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est autour de ça que nous allons construire le futur du Tchad. Donc, pour nous, les choses sont claires, sont bien définies. Vous êtes légitime. Moi, la légitimité, elle est d'abord nationale. Quand vous voyez comment les Tchadiens ont participé, ont fait corps avec leur chef de l'État pour son dernier au revoir. Quand je vois comment nos amis étaient à nos côtés, quand nos amis étaient à côté de nous pour nous accompagner, pour nous, je pense que c'est largement suffisant. Pour le reste, nous les Tchadiens, nous sommes habitués à nous asseoir pour discuter. On va s'asseoir, on va discuter, on verra notre avenir en commun accord. Prof, quelle est la logique qui peut soutenir la position, la démarche de Macron au Tchad aujourd'hui? Il n'y a pas eu la France qui s'oppose, qui demande un retour à l'ordre constitutionnel, qui donne des ultimatums au pays. Rien de tout cela aujourd'hui. Le CMT, c'est comme si le président Mahamat, parce qu'il y a quelqu'un qui nous envoie un message, je ne devrais pas l'appeler petit, c'est vrai. C'est vrai qu'il est mon petit frère, mais c'est un président de la République et comme tel on doit le respecter. Le président Mahamat Idriss Déby, il a investi, hein, c'est comme celui qui avait été élu, il a ses 18 mois renouvelables et la France est d'accord. Renouvelable une fois. C'est écrit. Je ne sais pas si c'est précisé. C'est précisé une fois. Qu'est-ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui au Tchad? Pourquoi on marche sur la démocratie et sur les institutions? D'abord, une remarque générale. Le problème des Africains, c'est qu'ils sont envoûtés par les concepts de la colonialité. Et le concept de démocratie tel qu'il est utilisé par les grandes puissances étatiques occidentales est un concept à géométrie variable. C'est un concept qui en fait est toujours déterminé par la logique de leurs intérêts. Si ça va dans le sens de leurs intérêts, c'est démocratique. Si ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts, ce n'est pas démocratique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le réalisme politique occidental a imposé au monde une lecture déformée de la réalité. Parce qu'il repose justement sur une conception qui est une conception arbitraire de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Autrement dit, on dit qu'on est démocratique chez soi, mais à l'échelle internationale, on exerce une stratégie qui est une stratégie autoritaire. Donc, désenvoûtons-nous de cela. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxième chose à dire, c'est sur la question de l'institution. Je disais tout à l'heure qu'il y a une conception juridique, encore que même en droit, elle varie de l'institution. Il y a une conception socio-anthropologique de l'institution et il y a une conception stratégique de l'institution. Nous sommes dans un pays dont les conditions structurelles, puis les conditions conjoncturelles montrent qu'il est d'une extrême fragilité. Comme tous les pays africains. Et là, je suis d'accord avec le docteur Macron. Il n'y a aucun pays en Afrique qui puisse se prévaloir d'une stabilité. Pour la raison que l'échiquier mondial, organisé sur la base de la domination occidentale,
interdit aux pays africains d'être stables de longue durée. C'est le rapport de force et les inégalités structurelles qui sont liées à ce système monde qui crée ces conditions pour les pays d'Afrique. Passons. Donc, il y a une institution qui peut fonctionner sur la base de la norme, dans le cadre de la normation. Mais ça, c'est quand on se trouve dans certaines conditions. Le président Déby n'est pas mort en plein exercice de son mandat. Il n'est pas mort sur son lit. Donc, il est mort dans des circonstances particulières, dans une période où il y a le risque d'un vide absolu pour l'État. Parce qu'il était élu. Les autres institutions ont leur Allons-y. Il est mort dans une période où, précisément, il était élu, mais où son élection n'était pas encore proclamée officiellement. Vous dites, et ça c'est la lecture formaliste qui ne tient pas dans toutes les conditions sociales, que la Constitution existe. Bon, une fois donc, la Constitution n'est pas séparée des rapports de force politique. Et voilà la différence entre le politologue et le juriste. Pour qu'une Constitution même joue avec la valeur normative, il y a d'abord un équilibre politique qui doit exister. Si cet équilibre politique-là n'existe pas, la Constitution ne peut pas être pratiquée. Je continue. On n'est plus dans un régime constitutionnel. Ne soyez pas naïfs. On a vu les réactions des puissances occidentales face au renversement d'un président légitimement élu en Égypte. Oui. Qui avait été élu au suffrage universel, qui exerçait un mandat régulier, un mandat légitime du point de vue des propres théories politiques et constitutionnelles de l'Occident. N'ont-ils pas reconnu ceux qui l'ont renversé? Exactement. Ils ont reconnu parce qu'en fait, leur logique, c'est une logique variable selon les intérêts. Revenons donc au Tchad. Ce qui se passe, c'est ce qui devait se passer. Pourquoi? Parce que le Tchad est un verrou, à la fois pour la France dans son positionnement africain, et aussi pour tous les pays autour. Vous êtes président de la Centrafrique, du Cameroun, du Niger, du Nigeria, un pays qui s'implique pour contribuer à résoudre vos problèmes de souveraineté. La moindre des choses, c'est que quand ce pays est en difficulté, vous lui donnez un coup de main. C'est la logique du réalisme. Donc, on est d'accord. Réalisme pour réalisme, voilà aussi comment le réalisme se fait. Maintenant, la solution qui a été choisie ne peut pas durer au-delà d'un certain temps. 36 mois. Ça peut même changer avant 36 mois. Ouais. Ça ne peut pas durer au-delà d'un certain temps. L'enjeu, c'était d'abord d'éviter qu'il y ait un chaos immédiat au Tchad. Parce qu'il y a un mouvement rebelle qui s'est déjà positionné pour venir prendre le pouvoir. Et s'il y avait une divergence dans les options stratégiques du régime MPS sur la solution à étudier, il n'y aurait pas le calme qu'il y a là. On serait peut-être en plein affrontement parce qu'il y aurait eu un vide. Maintenant, les contraintes normatives et africaines et internationales font que on est obligé maintenant de rationaliser le dispositif. Et c'est pourquoi les discussions ont été engagées par les présidents du Niger et de la Mauritanie, avec la classe politique en général, aussi bien la majorité que l'opposition, pour aller vers un gouvernement civil. Et on va trouver, ça ne peut pas être le contraire, une synthèse entre le gouvernement civil et la direction d'exception qu'est le comité militaire de transition. Et ce qui risque de se passer, si c'est bien, parce que ça peut ne même pas être Mahamat Kaka qui sera le candidat du MPS. Faites très attention. La politique est subtile. Ça peut venir, on peut vous surprendre. Précisément en vous disant que, et d'ailleurs,
dans ce qu'il a dit déjà, il y a une indication. Peut-être il le fait tactiquement, mais il dit, moi je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis un militaire. J'ai simplement, je paraphrase, j'ai simplement voulu éviter que mon pays entre dans le désordre. Rien ne vous dit que le MPS ne prépare pas une autre figure précisément pour vous répondre en disant qu'il n'a pas utilisé le coup d'État pour imposer sa perpétuation. Professeur, moi je suis d'accord avec votre démonstration. Vraiment, elle est limpide. Et elle me convainc dans mon propos. Parce que la différence que vous faites... Ne lancez pas l'autre débat là, parce que l'émission ne va pas finir. Je vous professeur, la différence que vous faites entre la constitution normée et la constitution réelle, c'est-à-dire la façon dont les acteurs politiques utilisent le dispositif juridique, on est d'accord. Alors que moi, je ne suis même pas à la constitution, moi je suis à l'institution. Mais professeur, même au niveau de la lecture qu'on fait des institutions, en excluant, en distinguant la lecture juridique que j'en fais, à deux niveaux, organes et normes, et l'autre logique de l'institution que vous mobilisez, qui est essentiellement socio-anthropologique, je suis même d'accord avec vous. Seulement, elle me permet de confirmer le fait que on a mis entre parenthèses la Constitution, c'est ce que je veux dire depuis, que la Constitution n'existe pas. Chez nous, elle n'a jamais existé parce qu'elle est un outil qui permet d'atteindre des objectifs précis. Là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas que la Constitution n'existe pas. Elle existe. Mais vous elle peut faire selon les circonstances des usages qui sont différents. Professeur, vous faites une lecture socio-anthropologique et une lecture juridique. Je ne fais pas seulement une lecture socio-anthropologique. Je fais une lecture systémique, juridique, socio-anthropologique et stratégique. Professeur, moi en tant que juriste, qu'est-ce qui m'intéresse? Trois principales questions. Effectivité, efficacité et peut-être efficience lorsqu'on mobilise les questions de l'analyse économique du droit. Mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est l'effectivité de la disposition juridique. Est-ce que la disposition existe? Oui. Est-ce qu'elle est efficace? C'est-à-dire que est-ce qu'elle a atteint les objectifs pour lesquels le législateur l'a pensé? C'est là que nous disons que effectivement, de ce point de vue, on a pris la Constitution, on s'est assis dessus. Et donc, ce qui intéresse le juriste, lorsqu'il doit questionner l'efficacité, lorsqu'il interroge la normativité, après avoir dépassé le cadre de l'effectivité, il va s'intéresser à la question de l'efficacité de la norme. Et c'est pour ça qu'il pourra peut-être proposer qu'on la réforme, parce qu'elle ne répond pas en réalité aux attentes des acteurs locaux. Et pour en sortir, pour abréger le débat, pour que vous compreniez... Non, n'abrégez pas le débat. Continuez. Non, parce qu'on n'a pas le temps. Pour abréger le débat, on a posé le problème du président de l'Assemblée nationale qui, et il n'a pas démenti. Il a même plutôt confirmé que lui ne se sentait pas... Quels que soient les éléments qui est derrière, que ce soit sous contrainte ou pas, si on s'en tient à la conception juridique, il a dit que lui ne peut pas, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'après l'Assemblée, il y a un ordre... Voilà, imaginons donc. Vous savez qu'il y a un ordre de succession. Mais attendez. Imaginons donc il y a un ordre, n'est-ce pas? Tous ont refusé. Pour l'instant, avez-vous donc entendu les prétendants à cet ordre-là s'exprimer? Ont-ils dit quelque chose? Moi, je pense que D'accord. Alors, docteur Richard Macron doit avoir peut-être une lecture essentiellement juridique. Il y a des politologues d'un côté. Parce que, je le dis, peut-être je peux me tromper, dans aucune constitution au monde, il est écrit qu'on peut prendre le pouvoir par le coup d'État. Au contraire, lorsqu'on prend le pouvoir par coup d'État, c'est condamné. Maintenant, quand on arrive dans une situation exceptionnelle, c'est le droit qui suit le politique en ce moment-là. Jamais l'inverse. Et pour le cas... Ça ne change rien au fait que la situation est qualifiée comme une constitution. Pour le cas, est-ce que vous devez intégrer lorsque je l'ai dit... Nous qualifions les opérations. Vous savez, le juriste a 4 opérations cognitives. Non, je vous dis, pour comprendre le raisonnement, définition, interprétation, qualification, classification. Oui. Dès que nous avons qualifié une situation, on la classe. Maintenant, la conséquence de l'analyse, c'est qu'on va arriver à un changement anticonstitutionnel de régime. Donc, de ce point de vue, je fais une analyse juridique. Vous êtes libre de faire une analyse des sciences politiques. Donc, vous n'allez pas demander aux juristes de raisonner comme quelqu'un qui fait sciences politiques. On est clair, on n'est pas là pour nous, puisque vous-même, vous maîtrisez ce que je dis là. On est là pour les téléspectateurs, pour qu'ils écoutent. Moi, mon problème, et c'est la logique, c'est à la suite de la démonstration du professeur Mathias, où il dit le monde est structurellement fait ainsi pour nous maintenir dans la situation qu'on a aujourd'hui.
Moi, je pense on peut rester dans la logique de déconstruction. Lorsque vous êtes dans la logique de déconstruction de cet ordre-là, vous soignez mieux. Et c'est là où je convoque le juridique, parce que le juridique est là pour aider le politique à rester lucide. Or, qu'est-ce qu'on observe chez nous? Le coup d'envoi qui a été donné par le passé dans d'autres pays, où on modifie la constitution, où un autre se place au Mali, ils ont fait, conforte une sorte de mimétisme d'un État à l'autre. Lorsqu'il n'y a pas condamnation, et c'est pourquoi moi je dis de manière classique, nous les politologues, nous les faiseurs d'opinion, on doit militer pour le fait que dans tous les pays africains, lorsqu'il y a au moins un ordre établi, qu'on respecte cet ordre-là. Monsieur Déby a fait, le maréchal a fait 30 ans au pouvoir. Je pense qu'il a exercé, mais il avait mis une constitution en place, il a modifié. On a laissé faire. Aujourd'hui, les conséquences sont telles que moi, je ne vois pas la France venir. Oui, la France va venir, c'est normal. Même si vous mettez une chèvre dans un enclos, l'herbe est verte sous ses pieds. Elle ira vers le ressort de l'enclos pour essayer de manger d'abord l'herbe de l'extérieur. C'est stratégique. Lorsque nous le savons, lorsqu'on a des communicants qui viennent à l'IRIC, où on apprend la science des relations internationales, pourquoi on ne peut pas réussir à infuser cela dans nos pays, puisqu'on le sait, ce que je dis là, vous le maîtrisez bien. Mais le militantisme politique vous met une sorte de voile et vous voulez l'éterniser. Et là, au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez créer les frustrations. Et dans tous les pays africains, la plupart du temps, c'est les frustrations. Ceux qui mangent contre ceux qui ne mangent pas. Les grandes familles qui s'éternisent au pouvoir contre ceux qui ne s'éternisent pas. Et moi, pour mon cas, vous êtes revenu sur la posture du président de la République du Cameroun. Je suis d'accord, le président Biya et Déby, c'est une relation fusionnelle. C'est une relation fusionnelle aussi avec tous les autres pays d'Afrique. C'est pourquoi ils se maintiennent. Mais quel héritage vont-ils donner à nous autres qui sommes leurs enfants? Parce que même si le prof Onangidi parle d'une sorte de européanisation, d'une colonisation, c'est eux, nos maîtres, qui on passe ce message dans les amphis. On passe ce message pour civiliser notre vie politique. Lorsqu'on bute encore sur les leçons acclimatées, vous savez, le professeur Mathias est l'un des cerveaux majeurs qui pense que la science même européenne est africaine d'abord. Pourquoi la science européenne, qui est africaine, nous on n'arrive pas à l'infuser dans notre mentalité et on part accuser l'autre? Non, Macron va venir, il va faire ce qu'il va faire tant qu'il va trouver une société qui refuse la connaissance. Tous les téléspectateurs qui nous écoutent savent que si on respecte la Constitution, 10 ans, au Niger on l'a fait, il est parti. Ce président peut être autre chose. Au Mali et tout. Et vous pensez que pour chuter, professeur. Le seul fait que le président Issoufou soit parti va préserver le Niger de crise, je n'en suis pas convaincu. Il y a eu une tentative de coup d'État avant son départ. Oui, il y a toujours. Okay. Je termine par là. Est-ce que le professeur Mathias, Eric Mathias Ouonangini, Mathias Eric Ouonangini, merci pauvre, peut confirmer que si le président américain de son avion se retrouve en Irak ou bien dans un territoire de guerre, et je ne le souhaite pas, mais on prend un scénario extrémiste, il perd sa vie, l'Amérique va faire autre chose? Non, on va respecter ce qui est dit à l'instant des Merci. Alors je voudrais qu'on va prendre, s'il vous plaît, de manière, comme le débat est assez intéressant, on va s'accorder 10 minutes supplémentaires pour qu'on aille au-delà, qu'on perce un peu l'abcès. Pour le moment, il y a une seule puissance qui est visible. Certains pensent qu'il y a une puissance invisible qui a agi, qui est derrière les rebelles qui ont atteint le président, le maréchal Idriss Déby Itno. Est-ce que vous aussi, vous êtes au courant de cette rumeur? Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, moi, je ne suis jamais dans l'optique d'une théorie complotiste. Moi, je connais les rebelles qui sont venus au Tchad et qui ont ôté malheureusement la vie au président. Ce sont, je dirais, c'est un conglomérat de Tchadiens qui étaient engagés, la plupart d'entre eux, au sein des milices
qui combattaient en Libye. Ils étaient des mercenaires en Libye. Il faut comprendre ce qui se passe en Libye. En Libye, chaque grande famille a son armée. Et comme ils ont besoin des hommes, des gens sont partis du Tchad, essentiellement du Tchad, du Soudan, du Mali, du Niger. Voilà les 4 pays qui ont donné le plus de combattants à ces groupuscules militaires en Libye. Et quand une personne... Est-ce que ce sont les gouvernements qui donnent bien sûr Non, c'est les personnages. J'ai dit des mercenaires. On a parlé de mercenaires. C'est un terme juridique. Je parle sous l'expression d'un juriste de plusieurs maîtres ici. C'est-à-dire que c'est des mercenaires. C'est des individus qui sont allés offrir leurs services à des groupuscules armés en Libye. Et donc, quand les gens viennent en Libye, par exemple, je prends un exemple simple. Quand tu viens, par exemple, à Tobrouk, par exemple, et que tu t'engages aux forces qui sont à Tobrouk, on te donne les moyens de protéger une cible. On te dit, tu t'occupes de cette cible. Alors ces gens se sont constitués donc un arsenal, parce qu'on leur donne et de l'argent et des moyens. Vous dites on leur donne, qui leur donne? Ce sont les forces tribales. C'est les forces tribales. En Libye, c'est les forces tribales qui sont là-bas. C'est chaque communauté qui s'occupe de son territoire. Par exemple, ici, on peut dire, par exemple, les gens du sud ont leur force, les gens du centre ont leur force, les Bamileke ont leur force, les gens du nord ont leur force. C'est comme ça que les forces sont constituées en Libye aujourd'hui. Il n'y a pas une armée centralisée, opérationnelle en Libye, non. C'est chaque groupe et ils se regroupent selon leurs intérêts. Par exemple, les gens au Cameroun, tu as le nord, tu as le sud, le centre et l'est se regroupent parce qu'ils ont un intérêt commun pour défendre leur territoire contre les autres. C'est comme ça que c'est organisé en Libye. Et donc, ils font appel à des forces étrangères, parce que la Libye, la population n'est pas nombreuse. Donc, ils font appel à des combattants des autres pays qui viennent leur apporter leur appui. Et c'est comme ça que ces unités tchadiennes-là se sont constituées. Donc, il n'y a pas une puissance étrangère qui est derrière ça, selon vous, à votre avis? À mon avis. C'est compris. Donc, c'est compris. Ces gens se sont constitués ils se sont constitués d'abord un arsenal, parce que la Libye, c'est vraiment un arsenal à ciel ouvert. Et puis, ils ont des moyens, parce que c'est l'argent du pétrole, hein, ils ont des pétrodollars, et il y a eu un accord. Il faut comprendre la situation. Il y a eu un accord, le dernier accord, entre le gouvernement central de Tripoli et les forces de Benghazi. Cet accord a acté, noir sur blanc, le départ de toutes les forces étrangères dans leur pays. Et c'est comme ça que les Tchadiens, là, n'avaient pas d'autre choix. Comme ils étaient dans une posture, déjà bien avant, de lutte armée, ils se sont donc déversés vers N'Djamena avec les moyens de bord. D'ailleurs, quand vous voyez les gens qui ont été arrêtés, les rebelles, vous voyez, c'est des gens avec un certain... C'est pas des militaires vraiment aguerris, c'est des gens qui étaient, genre, je ne sais pas si c'était des drogués, je ne sais pas quoi, un ramassis de gens qui étaient partis, la plupart du temps, selon les gens qui partaient en aventure, ils se sont regroupés et c'est eux-là qui sont revenus. Et donc, face à une armée comme la tchadienne qui est habituée à faire des guerres, ils ne peuvent pas tenir longtemps. D'accord. Donc, c'est un fait ça. Dans tous les cas, ils ont quand même réussi l'espoir d'atteindre le maréchal. Oui, mais pour moi, atteindre le maréchal au Tchad, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas avoir une lecture simpliste. Oui. C'est-à-dire atteindre le maréchal au Tchad, un maréchal qui est au front. C'est comme tout le monde. Moi, la mort du début, pour moi, c'est un truc naturel, comme tous les Tchadiens. Écoutez, le Tchad un soldat ordinaire au front. Exactement. C'est-à-dire le début n'est pas dans un fort constitué avec des forces tout autour des chars et les gens sont venus détruire tout ça là pour entrer l'atteindre. Non, le Tchad a déjà perdu. Est-ce que vous savez qu'en 2008, on a un chef d'état-major général des armées qui est décédé? Comme le général Mekala, votre général Mekala. Il est mort au Tchad. Est-ce que vous savez ça? Au front? Au front. Pendant la guerre. Même le Cameroun a perdu des généraux. Non, je ne parle pas de généraux, je parle de chef d'état-major général des armées. Écoutez-moi bien. Votre général, c'est pas la personne qui va dans un hélicoptère qui tombe, c'est différent. Faut pas confondre les choses. Donc, je vous dis une autre chose encore. Vous avez dit tout à l'heure que la mort, c'est la mort. Non, je ne parle de circonstances de la mort. Quand tu es dans un avion en train de passer et que tu tombes, tu meurs, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est en train de tirer à l'arme et qui meurt. L'autre chose, en 2008 aussi, l'aide des camps. Vous savez, c'est la place de l'aide des camps à côté d'un chef d'État. L'aide des camps du président Idriss Déby est décédé, au front. Est-ce que vous le savez? Donc c'est pour dire simplement que Idriss Déby, c'est pas, et je ne parle pas de ces gardes du corps qui meurent très souvent, c'est pas quelqu'un qui est resté toujours loin du front. C'est-à-dire qu'il pouvait mourir en 2008,
comme il est mort aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est pas du tout une fin en soi. D'accord, c'est compris. Prof, je voulais qu'on éclaire la lanterne des téléspectateurs là-dessus. Vous savez que nous sommes là pour lutter contre les fake news. Et sur la toile, ça parle, ça bavarde. Certains disent que ce qui s'est passé au Tchad, c'est la continuité de ce qui s'est passé en République centrafricaine, où deux forces, toutes deux occidentales, s'affrontent. Que visiblement, au-delà de la France qui a monté son visage au Tchad, il y a une autre force qui se trouve derrière les rebelles. Oui, je crois que si sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de simplisme, il y a aussi des choses qui ne sont pas fausses. En réalité, il y a bel et bien un affrontement international qui se joue au Tchad. La Libye dont il est question, effectivement avec le gouvernement légal de Tripoli, celui qui est officiellement reconnu, puis le gouvernement parallèle de Benghazi, avec le général Haftar, ont des alliés internationaux. Et vous allez voir que parmi les alliés du général Haftar, vous avez la République française, par exemple. Alors que de l'autre côté, et l'Égypte, de l'autre côté, vous avez la Russie et la Turquie. Le conflit centrafricain, il y a une implication forte de la Russie, même si elle est plus ou moins couverte par le recours à des outils comme des groupes militaires privés, c'est-à-dire en fait des mercenaires, avec le groupe Wagner. Ce qui se passe au Tchad a bel et bien un rapport avec cette compétition stratégique entre les puissances occidentales et les puissances émergentes, Russie et Turquie. Et ça peut même s'étendre à d'autres pays de la sous-région en Afrique centrale. Parce que les puissances émergentes sont d'anciennes grandes puissances planétaires qui sont dans un processus de reconstitution. La Russie est l'héritière, malgré tout, de l'URSS. Et la Turquie moderne est l'héritière de l'Empire ottoman qui a été voilà, et qui s'étendait jusqu'au nord du Tchad en traversant le Fezzan jusqu'au nord du Tchad. Et l'Empire ottoman est l'une des formations historiques qui a véritablement terrorisé les pays occidentaux pendant plusieurs siècles. Et après une période d'affaiblissement suite à la Première Guerre mondiale, puis une modernisation à l'occidental orchestrée par Atatürk, la Turquie reprend une nouvelle orientation, ce qui crée d'ailleurs des problèmes, puisque formellement la Turquie est dans le dispositif atlantique, mais vous voyez bien les tensions qu'il y a entre la direction turque actuelle et les puissances atlantiques. Bien, je comprends bien M. Garbois, et bon, je comprends, il ne peut pas évoquer tous ces aspects, mais ce sont des aspects qui existent. D'accord. Donc les armes en question, c'est certes, il y a les Assabiya en Libye, comme il expliquait, c'est-à-dire des communautés qui sont formées en zone tribale, si vous voulez. Et elles ont effectivement des milices, des espèces d'armées ethno-communautaires, appuyées donc par des mercenaires, certes. Ils ont donc gagné des moyens par cette voie-là. Mais ce n'est pas que ça. D'accord. Il est évident qu'il y a d'autres forces derrière et qui ont ciblé justement le président Déby parce qu'on considère que c'est un obstacle à leur propre stratégie d'implantation. Bon. Est-ce que le Cameroun, aujourd'hui, on doit tout faire pour que le Tchad soit stable, Dr Richard Makon? On a tout intérêt. Le Tchad et le Cameroun, au-delà d'être deux pays frères, en termes de continuité sociologique, c'est les mêmes peuples. Moi, quand je suis à Kousséri, où j'ai une famille, vous voyez de l'autre côté le Chari, c'est deux peuples, c'est-à-dire que c'est des populations qui traversent des deux côtés de la frontière sans avoir besoin de visa. C'est là où il y a une véritable intégration. C'est vraiment des peuples qui sont imbriqués par plusieurs moyens de... par le sang. Par le sang, par tellement de choses. Maintenant, en termes d'intérêt, à la fois des intérêts économiques, le pipeline, des intérêts stratégiques, la sécurité du Cameroun dépend aussi géopolitique. Raison de l'enclavement du Tchad. Et tout ça. Et donc, la stabilité du Tchad est fondamentale pour la stabilité du Cameroun. Donc, de ce point de vue, nous devons tous travailler à ce que cet environnement soit stable. Ce que nous espérons aujourd'hui, c'est que
qu'il y ait dans notre environnement un minimum de civilité démocratique. D'accord. Que même lorsqu'on décide de faire dans le hop-eye, comme nous disons chez nous, qu'on mette quand même un minimum de forme. Parce que malheureusement chez nous, ce qui est contagieux, c'est les mauvaises habitudes. C'est jamais les bonnes habitudes. Donc ce qui s'est passé chez notre frère vous qui allez conclure. peut rapidement se retrouver dans notre propre maison. Donc nous voulons quand même que les efforts qui ont été faits en termes de construction d'un espace où il y a un minimum de civilité politique, que quand même on fasse semblant de respecter un peu les règles de droit quand même si on les considère comme des habillages. Votre mot de fin, docteur Pierre K. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient finalement? On ne va plus... les militaires ont le droit de prendre le pouvoir désormais et ils seront adoubés par la France? Vous n'allez pas me faire dire oui ou non. Ce que je sais, c'est que le Tchad parle au Cameroun, parle à la CEMAC parce qu'ils ont refusé une cible commune qui est la cible du développement. Le représentant, le communicant du pouvoir en place actuellement au Tchad l'explique très bien, des mercenaires. Mais Boko Haram, on vient avec les 500 en bien neuf là. On donne ça aux familles, ils sortent, ils partent. Faire une sorte de djihadisme qui n'est pas trop éloigné de ce que certains soldats aussi font dans la stratégie. Parce que quand on vous explique depuis là, vous voyez un peu comment les soldats tchadiens sont prêts à aller au corps à corps. Ce corps à corps là, ce n'est pas trop éloigné de ce que même ceux-là font. Ça pose aussi un problème de formation. Et la sécurité dans ces zones, le prof parle de géopolitique, oui. La géopolitique du développement, de la sécurité globale aussi, elle est importante parce que à côté de toutes les actions militaires qu'on va faire, si le civil n'intervient pas, vous avez parlé du cas de la Libye. La Libye, ça sonne positivement. Aujourd'hui, on fait référence. Pourquoi? Parce que la communauté internationale s'est réunie. Après tout ce qui a été fait, on s'est réunis au Conseil de sécurité. Non, le bilan est là. Le bilan est là qu'il y a migration. D'accord. Non, prof. Le bilan est là, c'est qu'il y a migration. S'il n'y avait pas migration. Non, c'est vrai, professeur. Oui. C'est terminé, hein? Oui, le bilan est là et moi je me pose la dernière question. Comment sortir de cette vulnérabilité stratégique de nos États? C'est-à-dire comment nous construisons notre sécurité face aux autres. Alors, est-ce que vous avez parlé quand même au président du Conseil militaire de transition au téléphone depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Non, je ne peux pas avoir cette prétention, monsieur. Mais vous êtes en contact avec les proches, vous savez ce qui se passe là-bas? Mais bien sûr, je suis en contact avec le CMT, je suis en contact avec les membres du gouvernement, en fait même l'ancien gouvernement. Le ministère, il me semble qu'il a réuni les ministères en place. En fait, il leur a demandé de gérer les affaires courantes en interdisant un certain nombre pas de nomination, le parc automobile, il n'y a plus de voitures à réciter, des réformes. Tout ça, en fait, il a quand même encadré tout ça. Donc, ils sont là pour gérer les affaires courantes, ce n'est que normal. Je voudrais... Vous pensez qu'il y aura un gouvernement qui sera... Mais bien sûr, mais tout ça sera le fruit des dialogues. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord que la classe politique tchadienne s'entende. Oui, parce qu'on doit dialoguer. Et je voudrais, rebondir sur ce que le docteur Macron a dit par rapport aux relations entre le Cameroun et le Tchad, pour regretter un acte que les Tchadiens ont vraiment dénoncé. C'est un écrit d'un homme politique camerounais, Macron, ou c'est qui, c'est un parti. Non, c'est Matomba, qui a demandé au gouvernement de fermer la frontière. Cette situation a vraiment choqué les Tchadiens. Nous autres l'avons condamné ça. Voilà, exactement. Cela prouve que nos soi-disant hommes politiques manquent de culture. D'humanisme. Au-delà d'humanisme, de culture même. Parce que s'il était vraiment quelqu'un de cultivé, il ne pouvait pas écrire ça. Parce qu'il ignore... Moi je ne parle pas d'humanisme, je parle de culture. Je parle sous le contrôle d'un juriste. Parce que vous avez parlé ici de la sécurité globale. Je parle de la sécurité humaine, par exemple, le concept de la sécurité humaine. Aucun État ne peut fermer ses frontières face à la détresse de notre État. Le Cameroun est obligé d'accueillir, si les Tchadiens sont en détresse, il est obligé de les accueillir. Et d'ailleurs, moi je suis un fruit de cet accueil. En 1980, quand j'étais né, c'était en pleine guerre. Le premier acte de mes parents, c'était quand Issénabre est sorti, c'est de venir à Kousséri. Et moi, j'ai fait mes premiers pas dans le camp de réfugiés de Faro à Poli. Donc, c'est pour vous dire simplement que
ceci est une vue d'esprit. Et il faudrait que les hommes politiques, que ce soit au Tchad, au Cameroun ou ailleurs, se cultivent un peu et sachent ce qu'ils disent. Parce que tout ce qu'ils disent, ça a des répercussions. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tout circule, il faudrait qu'on ait un peu plus de la retenue face à un certain nombre de situations. Et le président Paul Biya nous parle. Parce que la première personne, et là je vous l'ai dit, le peuple tchadien l'a retenu, la première personne qui est restée debout aux côtés des Tchadiens, c'est le président Paul Biya en cette période vraiment exceptionnelle. Voilà. Et ça, nous sommes vraiment reconnaissants au peuple camerounais. Voilà. Vous êtes sur Universal News TV. Donc on comprend donc que le maréchal Idriss Déby n'avait pas de gilet pare-balles. Replongeons-nous dans cette journée d'obsèques de vendredi en présence de plusieurs chefs d'État, Emmanuel Macron, Tshisekedi et même des anciens étaient là pour accompagner à sa dernière demeure Idriss Déby. Donc, deux témoignages nous ont particulièrement marqués. On va vous permettre de revoir quelques extraits, quelques attitudes de ces témoignages-là. D'abord, la première dame du Tchad, Madame Inda Idriss Déby Itno, et après on écoutera Emmanuel Macron. D'abord, Madame Inda. Mesdames et messieurs, je ne peux parler de l'héritage du maréchal du Tchad sans évoquer la singulière place qu'il a donnée à la femme tchadienne. L'égalité des genres est une philosophie qui lui est propre. Je sais que les femmes ont aujourd'hui perdu leur tout premier avocat défenseur, mais il nous revient, mes chères sœurs, de tirer le meilleur parti des investissements que le maréchal du Tchad a réalisé en notre faveur. C'est d'ailleurs pour nous la manière la plus noble d'honorer sa mémoire. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu. Nos yeux vous chercheront dans les cieux. Pour toujours, vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Mesdames et messieurs, je termine mon propos en renouvelant mes vifs remerciements à tous nos hôtes, chers époux, chers pères, reposez en paix dans votre pays d'éternité. Vous êtes partis vivre dans un éternel été. Le Tchad vous aime encore et à jamais. Que Dieu vous couvre en ce mois saint de sa grande bonté. Je vous remercie. Alors, c'était très émouvant de regarder ça en direct à la télé. Quelle place elle occupait, tout au moins, quand le maréchal était encore là, Madame Minda? Écoutez, moi j'ai versé toutes les larmes de mon corps quand je suivais cette intervention en direct à la télé. Déjà, je voudrais vraiment rendre un vibrant hommage à Hinda, qui est pour moi une sœur, parce qu'on s'était connus enfant. Je suis pratiquement un membre de la famille, parce que nos familles sont liées à plusieurs dimensions. Donc, je voudrais vraiment lui rendre un vibrant hommage et lui témoigner toute ma sympathie en cette période particulière. Hinda, je dirais, c'est la muse d'Idriss Déby. Aucune femme n'a occupé une place aussi importante qu'elle auprès du président Idriss Déby. Et aujourd'hui, je pense que la personne, en dehors peut-être de ses enfants, qui ressent, ou peut-être même au-delà, qui ressent le manque ou la douleur, autant que Hinda, je ne vois pas. Parce que elle et lui, leur relation était fusionnelle. Ils faisaient corps. D'ailleurs, dans une de ses sorties lors de la campagne, il disait aux gens que Hinda et moi, c'est la même chose. Officiellement, à tout le monde, devant tout le monde, il dit Hinda et moi, c'est la même chose. Nous sommes sur le même pied d'égalité.
Ça a choqué certains puristes, parce que j'en ai entendu des réactions à gauche et à droite, mais cela est réel, parce qu'il lui a accordé toute l'importance qu'on puisse accorder à une femme. D'ailleurs, il en a fait sa secrétaire particulière, par décret, officiellement, elle est la secrétaire particulière de son mari. Donc c'est pour dire simplement qu'elle avait une place centrale au sein du pouvoir. Et lors de la dernière campagne, elle était allée dans certaines zones où lui n'allait pas. Donc c'est elle qui allait battre campagne pour son mari. Donc c'est pour dire simplement qu'elle est un élément incontournable du règne de son mari. On va passer à la deuxième thématique, certitude et incertitude d'une transition. Mais avant, écoutons d'abord Emmanuel Macron. Et chacun va dire un mot sur les obsèques qui ont été réservés au maréchal Idriss Déby Itno. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissé par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et comptez dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Je vous remercie. Voilà, cet extrait du discours d'Emmanuel Macron lors des obsèques. Quelqu'un veut dire un mot rapidement sur les obsèques, quelques personnes? Peut-être vous. J'ai quand même remarqué que M. Macron est arrivé après le président de transition. Ça dépend de comment les choses sont passées. Est-ce qu'il était déjà arrivé au Tchad avant la cérémonie? Est-ce qu'il est arrivé à la cérémonie alors qu'il était déjà présent en N'Djamena? Ça dépend de comment les choses se sont passées. Bon, ce qui est le plus important, c'est que les obsèques ont été bien organisées et ça a permis au Tchad de rendre hommage à son président d'une manière digne. C'était bien organisé et à la mesure du personnage politique institutionnel qui était le président Déby. Et je crois que dans le processus qui consiste à rassurer les gens, parce qu'en fait, on est dans une situation exceptionnelle, ce rituel-là était important. Et c'est la première chose que le comité militaire de transition a gagné, même s'il a d'autres défis qui se sont précisés dans les discussions. Peut-être on y reviendra plus tard. Après une émission comme celle-ci, on est fiers d'être journaliste parce qu'on se dit qu'on fait progresser la société. Merci à ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Docteur Richard Macron, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Docteur, j'ai failli dire professeur, peut-être que ça va venir bientôt. Docteur Pierre Nka, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous nous conseillerez votre... D'ailleurs,
Prof Mathias Ounangili, merci infiniment d'avoir été avec nous. Monsieur Garbois, on vous remercie infiniment. On espère vous avoir si la situation, s'il y a autre chose et que vous serez encore là pour nous accompagner. C'est moi qui vous remercie. Surtout, je salue votre professionnalisme parce qu'il y a plusieurs médias ici au Cameroun qui font des débats sur le Tchad sans inviter les Tchadiens. Et donc, ils n'ont pas le recul nécessaire pour saisir un certain nombre de choses. Et donc, c'est tout à l'honneur de votre jeune télévision à qui je souhaite vraiment un avenir. Et d'ailleurs que j'ai reçu N'Djamena au siège du MPS quand ils étaient venus pour couvrir l'élection au Tchad. Donc voilà, je salue cela. Quel avenir pour le MPS? Vous pensez que c'est fini là? Ah non, ça ne peut pas être fini. Nous allons participer à l'avenir du Tchad parce que nous sommes une partie prenante très importante sur l'échiquier politique tchadien. Mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir suivi le programme. C'était le club. Merci à Verlin Couetier, à toute l'équipe de production. Juste derrière, retrouvez nos amis des dimanches. Le début de la transition politique ratée inquiète les citoyens tchadiens. Cette situation peut être un déclenchement des conflits au niveau régional, ethnique et communautaire. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.